C'est parti pour le sommaire avec une plainte contre l'État du Sénégal pour mettre définitivement un terme aux travaux sur le domaine public maritime annoncés ce vendredi. Au même moment, le ministre de l'Environnement avance l'exigence d'un quitus environnemental pour tout promoteur de chantier sur le littoral. Situation de la pandémie du coronavirus au Sénégal ce vendredi, 134 nouvelles contaminations notées, dont 30 issues de la transmission communautaire. 114 patients sont déclarés guéris. Moïse Ambroise Gomis s'en est allé. L'animateur et promoteur culturel durant près de 3 décennies a marqué de son empreinte l'espace audiovisuel et le milieu de la mode. Nous lui rendons hommage dans cette édition. Et puis une marée humaine dans les rues de Bamako ce vendredi pour exiger le départ du président Ibeka du pouvoir. Nous serons en ligne avec Omar Diop, il est journaliste au quotidien à l'Impartial à Bamako. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral va porter plainte contre l'État du Sénégal pour mettre définitivement en terme aux travaux sur le domaine public maritime. L'association dirigée par Pierre Goudiaby Atepa condamne les réaménagements du littoral. Ils ont fait face à la presse aujourd'hui. Compte rendu signé Mohamed Samb et Youssou Baro. Ce sont là des images d'un déclassement abusif du domaine public maritime. Le décor est loin d'être enchanteur sur le littoral. Pour le président d'honneur de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, cette agression graduelle de la corniche doit cesser. Le domaine public maritime, de par la loi, est inaliénable. Pour l'aliéner, il faut un déclassement. Mais le déclassement ne doit se faire que pour cause d'utilité publique. Il y a donc un ou des déclassements abusifs pour cause d'utilité privée. C'est ce que nous combattons. Ces aménagements sur le domaine public maritime sont un scandale, qualifié Cheikh Oumar Sy qui menace de porter plainte contre l'État du Sénégal. On ne peut pas être là pendant des années à nous battre pour dire que le littoral c'est pour tout le monde et qu'on voit que des ministres qui sont actuellement dans le gouvernement sont en train de construire sur le littoral. C'est ça le scandale en réalité, c'est ce qui frustre les Sénégalais. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous allons porter plainte contre l'État du Sénégal parce que c'est dans la Constitution de 2016 que le président Macky Sall a lui-même que la protection de l'environnement est importante. La procédure judiciaire déjà enclenchée pour freiner la déclassification du domaine public maritime, en croire les avocats commis par la plateforme. L'affaire, normalement, devra être évoquée le mardi 9 prochain. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés à ça. Parce que nous, notre volonté, c'est de rappeler aux autorités que la loi doit être appliquée. L'association SOS Littoral a déjà envisagé des propositions qui seront soumises au gouvernement pour un réaménagement d'utilité publique du littoral. Désormais, le quitus environnemental sera exigé aux promoteurs de chantiers sur le littoral, faute de quoi le ministre de l'Environnement menace de tout démolir. Une annonce de Abdel Karim Sall, plutôt c'était lors de la célébration de la journée de l'environnement. C'était ce matin au Technopole de Pikine. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Vous avez tous vu ce qui se passe aujourd'hui sur notre littoral. Le Sénégal dispose d'au moins 700 km de côte. La dernière fois, après la visite, j'avais annoncé que le ministère de l'Environnement était en train de travailler dans la mise en œuvre, dans la mise en place d'une loi sur le littoral. Mais avant la mise en œuvre de cette loi, je pense qu'il est important de rappeler ceux qui veulent s'installer sur le littoral, veulent ériger des bâtiments, quel que soit le type de construction, d'installation qu'ils veulent faire à proximité de la mer, doivent d'abord, en dehors des obligations vis-à-vis des services du ministère de l'économie et des finances, ils doivent satisfaire les obligations liées à l'environnement.
toute installation doit faire l'objet d'études d'impact environnemental et social. Désormais, nous prendrons toutes les dispositions et nous n'accepterons plus que des gens viennent s'installer le long du littoral sans que les installations qu'ils envisagent de faire ou qu'ils érigent ne fassent l'objet d'études d'impact environnemental et social, parce que c'est la recommandation du Code de l'environnement. Rappelons que la Journée mondiale de l'environnement est célébrée ce vendredi 5 juin. Le ministre de l'Environnement en a profité pour appeler à la protection du poumon vert de Dakar et des autres milieux naturels du pays. Pour en savoir davantage, suivons cet élément signé Salif Sow et Asmalik Diop. Le coronavirus au cœur de la Journée mondiale de l'environnement. Le virus, une piqûre de rappel pour l'humain, l'homme, au cœur lui aussi et à l'origine de la dégradation de l'environnement, s'inquiète des conséquences. Le changement climatique est devenu le symbole de l'urgence environnementale en tant que facteur de dégradation de la biodiversité. En plus du changement climatique, les autres facteurs de perte de diversité identifiés par les spécialistes sont d'origine anthropique, c'est-à-dire du fait de l'homme. L'exploitation abusive des milieux naturels, l'utilisation incontrôlée des terres et la pollution a poussé les autorités à appeler à la protection du poumon de Dakar et des autres milieux naturels du pays. Toutes ces raisons ont milité en faveur du choix de cette réserve naturelle urbaine pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement. Ce choix permet de démontrer, preuve à l'appui, que le développement urbain et la préservation des écosystèmes naturels ne sont pas incompatibles. Ils doivent aller de pair pour atténuer la pollution, limiter l'impact des inondations et offrir des espaces éducatifs et récréatifs aux populations. La coupe abusive des arbres aussi a favorisé la dégradation de la nature. Le Sénégal semble trouver la solution. J'en appelle donc à la mobilisation de tous pour conserver nos écosystèmes naturels, qu'elles soient urbains ou ruraux, au profit des générations actuelles et futures, comme le veut le chef de l'État, le président de la République. La 48e édition de la Journée mondiale de l'environnement célébrée aujourd'hui a comme thème la biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle, car c'est le temps de la nature, selon le ministre de l'Environnement. Sans lui, l'environnement est menacé par la mer et l'embouchure. Plusieurs maisons ont été détruites par l'avancée de la mer. Plusieurs villages rayés de la carte. On voit cela avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. À Saint-Louis, l'avancée de la mer et l'élargissement continu de la brèche constituent un véritable problème environnemental. Depuis quelques années, ce phénomène a occasionné la destruction progressive de plusieurs maisons et le déplacement des centaines de familles des quartiers de Gendar, Santhiaba et Gohombak vers d'autres localités. Pour les Gendariens, le moment est venu de régler définitivement cette question. Il faut faire un nouveau mur sur le modèle des anciens murs et peut-être prévoir en même temps une digue-route, renforcer le mur, le protéger et mettre en place un budget d'entretien qui permet chaque année d'entretenir le mur. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. L'embouchure a aussi occasionné plusieurs difficultés aux pêcheurs de la langue de Barbarie. Plus de 450 personnes ont été tuées par la brèche et des villages complètement rayés de la carte. L'embouchure, vous nous avez entendu, rien n'est fait. Une mauvaise volonté manifeste de l'État du Sénégal, rien n'est fait. Nous qui sommes un pays de pêcheurs, nous qui avons perdu nos populations, nous qui avons vu des villages entiers disparaître dans la mer, pourquoi on ne le fait pas? C'est de la mauvaise volonté manifeste. Pour l'enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le professeur Daguin, des solutions immédiates s'imposent pour sauver la vieille ville. Déplacer les habitants qui sont en front de mer, c'est-à-dire qui habitent au bord de l'océan. Les 20 premiers mètres devraient être libérés. Donc, ce qui reste à savoir, c'est qu'est-ce qu'on fera de cette place. La proposition qui est actuellement faite ne semble pas être pertinente. C'est de prolonger la digue de Gohombak sur Ndartout et Gendar. Ce n'est pas une décision pertinente. J'espère qu'elle ne sera pas retenue. Et nous proposons à la place une digue route
une digue de protection qui va servir aussi de route. Le thème de la journée mondiale de l'environnement de ce 5 juin 2020 est la biodiversité. Le but est d'appeler à une synergie d'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. Parlons à présent de la situation de la pandémie du coronavirus au Sénégal. Ce vendredi, 134 nouvelles contaminations notées, dont 30 issues de la transmission communautaire. 114 patients sont déclarés guéris. Là-dessus, nous écoutons les explications du docteur Aloïs Walidiouf. Sur 1700 tests réalisés, 134 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,88% et des cas positifs qui sont répartis comme suit. 104 contacts suivis par nos services, 30 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Touba 6 cas, Popenguine 4 cas, Parcelles Assainies 3 cas, Guédiawaye 3 cas, Malika 2 cas, Cité Keur Khadim 1 cas, HLM Grand Yoff 1 cas, Ben Tali 1 cas, Pikine 1 cas, Anne 1 cas, Wakam 1 cas, Dieuppeul 1 cas, Keur Mbaye Fall 1 cas, Rufisque 1 cas, Thiès 1 cas, Bunkiling 1 cas et enfin Mbacké 1 cas. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 15 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. Les autorités sanitaires ont bien maîtrisé le coronavirus et du moins à l'avis de Hassan Touré, le journaliste spécialiste en santé, estime que le pic était déjà passé avec cette tendance des guéris qui sont supérieurs aux malades sous traitement. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Pape Faraning. Aujourd'hui, les chiffres qui sont sortis depuis 3 jours prouvent que la tendance s'est inversée. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une période où on a plus de guéris que de malades. Donc, nous sommes dans une courbe descendante. Nous avons dépassé le pic et nous sommes globalement, aujourd'hui, nous avons plus de 400 guéris en sus du nombre de cas global. Ce qui n'est pas rien. Le deuxième niveau de lecture, c'est que quand nous voyons le nombre de cas communautaires aujourd'hui recensés, on peut s'alarmer. Mais en vérité, cela veut dire quoi? Il faut d'abord convenir que ces cas étaient en gestation, bien avant qu'on ait atteint le pic, bien avant qu'on ait eu une tendance de la courbe descendante. Depuis 24 heures après la levée des restrictions sur les restaurants, ils ont réouvert leurs portes, une reprise assez timide tout de même. Nos reporters ont fait un tour dans 2 restaurants qui ont apporté des changements pour se conformer aux recommandations. Une joie de retrouver les clients et ils se disent quand même satisfaits. C'est un reportage signé Al-Hassan Ba et Pape Sangone Mbaye. Oumar Traoré ne cache pas sa joie de pouvoir à nouveau renouer le contact avec ses fidèles clients. Des moments de convivialité. En cette matinée de premier jour de réouverture, lui et son personnel s'activent à la tâche. Quelques réaménagements pour se conformer aux mesures barrières. C'est un réel plaisir de reprendre l'activité, surtout ce contact convivial qu'on avait toujours avec les clients, surtout ici au sein du restaurant No Fly Beach. Ici au niveau des tables, comme vous pouvez le constater, il y a assez d'espace, mais ça n'empêche que par rapport à la disposition de certains clients qui vont venir, on va toujours réaménager. Les clients n'ont pas attendu, ils se sont précipités pour prendre place, faire leurs commandes
respirer l'air frais, loin du confinement que le SARS-CoV-2 les avait imposé. Albertina est une cliente. Pour elle, c'est une joie retrouvée. Je sens qu'on reprend notre liberté en fait, parce que je me suis sentie tellement renfermée comme dans une cage pendant 2 mois. Et maintenant de me remettre dans la société, réouvrir, reprendre des habitudes, ça fait très plaisir en fait. On a acheté tout ce qu'il faut pour les produits antiseptiques, on a le thermoflage pour vérifier aussi la température des clients. Bon, nous comptons aussi sur la compréhension des clients, qu'ils soient moins susceptibles, pour qu'ils sachent que aussi nous sommes là pour les satisfaire en tant que clients du restaurant, mais nous sommes là aussi pour les protéger. On va continuer avec une petite distanciation sociale, l'utilisation des masques, etc. Mais ça fait plaisir quand même de reprendre une vie sociale moyennement possible, disons. Oui, oui, je porte mon masque, il est là d'ailleurs. Un autre restaurant, Kabylie. Ici, le gérant se dit satisfait de la reprise des activités, tout en se conformant aux règles édictées. Certaines tables et chaises sont rangées pour le respect de la distanciation physique. Ça nous fait plaisir aussi de revoir nos clients et de servir à table et à emporter comme on le faisait d'habitude. Vous voyez. Bon, et puis nous avons pris les dispositions nécessaires qu'il faut. Bon, les gels, les désinfectants, on a désinfecté la maison, les tables et tout. Aussi, on a respecté les distanciations sociales comme vous avez vu. Selon Cheikh Tidiane Guissé, des clients sont encore méfiants. Ils préfèrent rester chez eux et faire des commandes. Ils nous appellent, on les livre chez eux. Alassane Ba, les 2,3 milliards de francs CFA destinés à l'AFTU risquent de diviser le secteur. Les transporteurs ne sont pas d'accord sur les modalités du partage. Ils réclament également plus de considération à leurs égards. Reportage signé Pape Faraning et Armadou Ba. Des chauffeurs et receveurs très remontés contre leurs employeurs, l'aide de l'État d'un montant de 2,3 milliards de non-francs est passée par là. Ces impactés du Covid réclament leur part. Depuis 15 ans, on travaille, on perçoit le même salaire. Depuis 15 ans, on travaille, on n'a pas de... On n'a rien, on n'a aucun avantage. Ce que tu percevais depuis le premier jour, 2,3 milliards, c'est de l'argent, mais si qu'on entend, mais est-ce qu'on les verra? C'est ça le problème. Est-ce qu'on verra cet argent-là? C'était un moment opportun pour réparer les préjudices subis par les chauffeurs et receveurs. Au lieu de se chamailler entre transporteurs, c'est dommage. Plus de 8 milliards de francs CFA sont destinés au secteur du transport. L'AFTU va percevoir 2,3 milliards, une aide salutaire selon les membres, même si elle ne peut pas régler les problèmes causés par le coronavirus. Est-ce que ces sommes vont couvrir ce que les acteurs du secteur ont perdu? Ça, je mets un point d'interrogation. Parce que je dis que les sommes sont trop minimes. C'est des sommes trop minimes par rapport à ce que les acteurs ont perdu. Mais n'empêche, c'est une crise. Dans une crise, les nationaux, nous Sénégalais, on doit participer sur cette crise. Mais ces sommes sont symboliques. Et on en remercie aussi le chef de l'État, parce que ça a été très dur. Les employés d'AFTU réclament plus de considération de la part de leurs patrons, des patrons qui s'attendent à une mobilisation des efforts dans ce contexte de crise pour sauver le transport urbain. Dans les textes de l'AFTU, les subventions, c'est des revenus que l'AFTU peut encaisser et en faire un projet. Et si on en fait un projet, tout le monde va en profiter. Il n'y aura pas de disproportion, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de ségrégation, il n'y aura pas de manque d'équilibre. Les contrats de travail, les bulletins de salaire, réclament à être régularisés. Qu'on fait nos droits, qu'on met dans les bonnes conditions. Les avantages qu'on doit avoir, qu'on les donne. Cette aide de l'État risque de diviser les membres de l'AFTU, même si elle constitue une bouffée d'oxygène pour les transporteurs. Les chauffeurs, receveurs et contrôleurs espèrent recevoir l'intégralité de leur salaire de ce mois. Parlons de toute autre chose à présent avec la gendarmerie de Sandiara qui a déjoué en vaste plan de livraison de drogue 106 kg de chanvre indien saisis, ce qui porte à 750 kg la quantité de chanvre saisie en 2 mois. Plus de détails avec Christelle Pauline Cantoussan, commandant de la compagnie de gendarmerie de Mour.
ils ont remarqué la présence suspecte d'un scooter à hauteur du parking des gros porteurs à l'entrée de la commune de Sandiara. Après avoir interpellé le conducteur de la moto, ils ont poursuivi leur service et remarqué la présence suspecte d'un autre véhicule particulier de marque Mercedes isolé à l'extrémité du parking. Aux abords du véhicule, les gendarmes ont constaté des traces de pas qui les ont conduits vers un camion en stationnement dans le même site. Poursuivant leurs investigations, une fouille minutieuse du camion leur a permis de découvrir des sacs contenant de la drogue dissimulés dans un des réservoirs du véhicule. Au total, cette opération a permis d'interpeller 3 individus et de saisir 106 kg de chanvre indien, un scooter, un véhicule particulier de marque Mercedes et un camion. Cette nouvelle prise porte à plus de 750 kg la quantité de chanvre indien saisie par les unités de la compagnie de gendarmerie de Mbour durant la période de l'état d'urgence. Cette situation montre que le trafic de drogue dans le secteur est une réalité et que la gendarmerie nationale, outre ses missions régaliennes, participe activement à la lutte contre ce fléau. Ainsi, nous invitons les populations à plus de collaboration avec la gendarmerie. Démarrage des travaux de l'agropole de Sandiara, Malicounda et Nguyen dans les prochains jours. Le programme d'urgence de développement communautaire a prévu 3 forages sur ce site. N'empêche, les autorités locales demandent l'extension du réseau électrique et la construction de pistes de production. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Au minimum, 3 forages sont prévus sur ce projet qui concerne les communes de Malicounda, Sandiara et Nguyen. Nous avons reçu des instructions de M. le ministre Mansour Faye suite à la décision du chef de l'État de mettre en place bien sûr cet agropole intercommunal dans cette zone. Et il nous a donné donc comme instruction de réaliser des ouvrages hydrauliques en appui à cet agropole. Nous allons bien sûr envoyer d'ici une dizaine de jours une équipe technique pour faire l'implantation des ouvrages. Lors de cette tournée, le maire de Sandiara en a profité pour formuler quelques doléances. On a fini la visite par la zone industrielle de Sandiara. Là aussi, c'est une zone qui a besoin de beaucoup d'énergie, qui a besoin également de pistes, de routes à l'intérieur, comme vous l'avez vu. C'est une zone qui a également besoin vraiment de l'assistance de l'État au niveau énergie, au niveau voirie, au niveau tout simplement aménagement et organisation. Une préoccupation prise en compte par les responsables du PUDC. La doléance du maire, nous allons la satisfaire parce que comme je le disais tout à l'heure, la deuxième phase est enclenchée et nous allons pouvoir réaliser cette extension dans le cadre de cette deuxième phase. Il faut rappeler que ce projet agropole de Sandiara, Malicounda et Nguyen avait suscité beaucoup de bruit. Les éleveurs et agriculteurs de cette localité avaient dit non à l'expropriation de leurs terres. Je vous l'ai annoncé dans les titres de cette édition, Moïse Ambroise Gomis n'est plus. L'homme était une vitrine de la culture sénégalaise, en formateur hors pair, selon ses proches qui ont témoigné. La nouvelle génération d'animateurs appelée à préserver l'héritage de l'animateur de la RTS. Témoignage dans cet élément signé Mohamed Samb et Youssou Baro. 6 mois j'existe, même bien avant PBS. Au début des années 80, il a eu confiance en moi. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait vu peut-être un truc que moi je ne voyais pas en moi, et donc il m'a poussé. Donc le début, on a dansé dans son émission Génération 80. La première fois que je passais à la télé et que je prenais un micro, c'était dans Génération 80. Et ensuite, il nous a accompagnés. Le début du rap, personne n'y croyait. Il n'y a que lui qui y croyait. Et un de ses amis qui s'appelait Dembadir, qui était le patron de Sahel. Et aussi, PBS, quand c'est arrivé, il nous a poussés. Personne n'y croyait. Ambroise était comme un père, un grand frère. Nous, on n'était même pas des mannequins, mais il avait le don de détecter chez quelqu'un cette petite merveille. Moi, il m'a découverte en 1996. Il m'a fait faire Miss Sénégal. Hein, j'étais Miss Kaolack. Il m'a fait rentrer dans le milieu de la mode. Beaucoup de Sénégalais ne le savent pas. Il m'a fait défiler. Il a organisé des défilés de Sotiba. Il nous a formés, mais formés dans la discipline, dans le respect du métier de l'art. Nous sommes des stylistes, modélistes basés à Thiès.
Ambroise a beaucoup fait pour nous hein, dans le cadre des ciseaux d'or. Il nous a encadrés, il nous a soutenus. Il a fait beaucoup de choses pour moi-même, Babacar Gueye, également les stylistes qui sont dans les régions. Donc, en tout cas, nous prions le bon Dieu de lui accueillir dans son paradis. Avons-nous une abnégation dans le travail, assiduité, ponctualité. Direction générale ci turu Racine Talla mi ngi ñëw di ko jaale mbokk yi dinañ ko massawu docteur Diop a ngi nii Moussa Sow a ngi nii Ngom a ngi nii conseil kenn def su fi ñoom Alioune Fall programme ñëpp a ngi ñëw di jaale si ànd ak délégation bi ñëw jaale si Moussa Gomis. Moïse-Ambroise Gomis a été pendant 26 ans le président du comité d'organisation de Miss Sénégal en concours de beauté qui a fait sa notoriété, animateur de Midi Première également sur la radio-télévision sénégalaise. Son portrait avec Ibou Diouf. Moïse-Ambroise Gomis est parti, son passé part de lui. Il quitte ce monde de la scène. L'homme était connu pour ses capacités dans le domaine de l'audiovisuel. À son public, un adieu et à jamais, en privant ses admirateurs de son savoir-faire et de sa créativité. Moïse-Ambroise Gomis, un nom qui va encore résonner à la RTS et sur l'ensemble du paysage audiovisuel sénégalais. Difficile d'oublier son classique, Midi Première. Génération 80 aussi, une biographie riche et plaisante, en atteste son chef-d'œuvre de la beauté et de la mode, pour ne pas citer Miss Sénégal. Moïse-Ambroise avait réussi à faire de cette production audiovisuelle l'une des plus belles trouvailles ces 40 dernières années. Plus d'une trentaine de Miss Sénégal, toutes de belles créatures qui garderont à jamais des souvenirs de ses consécrations. Un vrai prestige, comme une de ses créations, le trophée prestige de la coiffure, régal prêt à diffuser qu'il avait réussi à confectionner à l'aide de ses ciseaux d'or. Sans nul doute, un rendez-vous qui a également manqué aux professionnels de la haute couture. Moïse-Ambroise Gomis était généreux et voulait toucher toutes les franges de la population, pour autant qu'il ne voulait pas également oublier ces belles dames. Et c'était à travers Miss Diongama, un plateau glamour pour mieux mettre en exergue la beauté de la femme sénégalaise. Moïse-Ambroise restera ce promoteur culturel qui mérite tous les honneurs qui distinguent les grands hommes. L'homme s'en va, cette fois pour un autre monde, auprès de son généreux créateur soulagé de sa maladie qu'il avait longtemps combattu avec courage, laissant derrière un chaleureux public et un projet déjà conçu, mais jamais réalisé. C'était à travers Bonjour. Youssou N'Dour également a rendu un vibrant hommage à Moïse-Ambroise Gomis, son monument, au professionnel et en maître dans son art. La chanson Dino est née de ton avis avisé, a révélé Youssou N'Dour sur son compte Twitter. Je vous l'annoncer dans les titres, nous partons à Bamako, c'est pour retrouver le journaliste Omar Diop, journaliste au quotidien L'Impartial de Bamako. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir. Alors, une marée humaine a envahi aujourd'hui les rues de Bamako pour réclamer la démission de Ibeka. Qu'en est-il en ce moment? Est-ce que les manifestations se sont estompées? Bon, à l'heure où je vous parle tout de suite, les manifestants se sont un peu dispersés. La majeure partie des manifestants se sont dirigés vers la maison de Ibeka, même à Sébenikoro. Actuellement, le temps était très menaçant, comme il pleuvait beaucoup. Les jeunes manifestants ont commencé à brûler des pneus sur le goudron et les policiers sont rentrés dans la danse. Actuellement, là où nous sommes, il y a beaucoup d'échauffourées là-bas. Les policiers sont en train de poursuivre les manifestants. Et pendant ce temps, ça a été donné comme slogan au boulevard de l'Indépendance. On avait donné un ultimatum à 18h si Ibeka et son gouvernement ne démissionnaient pas à 18h et qu'il va y avoir quelque chose de colossal. Donc, c'est là les organisateurs de la marche ou du moins du meeting ont vraiment signalé à la population. Car, comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde sur la place de l'Indépendance. Et le meeting était organisé par la CEMAS, l'ancien président du Haut Conseil islamique
Oui, Omar, justement, oui, ces manifestants avec à leur tête l'imam Dicko, mais qu'est-ce qu'ils reprochent plus exactement au président de la République? Ils reprochent l'ingérence du pays. Et entre autres, il y a l'insécurité grandissante. Il y a l'école, ils ont vraiment bafoué l'école actuellement, parce que les enfants, ça fait plus de 6 mois que les jeunes étudiants du Mali n'arrivent pas à retrouver les chemins de l'école. Et en plus de ça, il y a la corruption qui est en train vraiment de prendre de l'ampleur également. Et, en un mot, l'ingérence du pays. L'ingérence du pays. Voilà. Et le gouvernement est en train de montrer comme s'ils sont insignifiants au problème de la population. Voilà, merci Monsieur Diop. Nous parlons sport avant de rendre l'antenne avec la réhabilitation du stade Demba Diop, la construction d'un centre d'hébergement fédéral et d'un nouveau siège, ainsi qu'une probable reprise du championnat local avant le mois de novembre. C'est avec Cheikh Sadibou Diarra. La Fédération sénégalaise de football dévoile ses chantiers à court terme. Suite à la réunion du 4 juin de son comité d'urgence en présence du directeur des infrastructures sportives du ministère des Sports, l'instance dirigeante du football sénégalais a listé dans un communiqué ses grands travaux à démarrer dans les plus brefs délais. A commencer par la réhabilitation et la modernisation du stade Demba Diop, suite à la mise à disposition de l'État au profit de la Fédération sénégalaise de football. État des lieux, engagement d'un cabinet spécialisé dans la modernisation d'un stade et un appel d'offres pour le choix de l'architecte vont être faits au plus tard le lundi 15 juin prochain. La fédération se penche également à la réalisation du centre d'hébergement fédéral à Toubab Dialaw, comme recommandé par la FIFA, de même que la construction de son nouveau siège en R+6, extensible avec toutes les commodités. Des chantiers à réaliser grâce surtout à l'argent récolté à la Coupe du Monde 2018 et l'appui financier d'au moins 2 milliards de francs CFA de la part de la FIFA. Au total, plus de 6 milliards qui vont permettre aussi la construction de sièges de Ligue régionale dans un délai de 2 mois. Le comité d'urgence a aussi instruit au comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football de se réunir au début du mois de juillet prochain en vue de trouver une possibilité de reprise des championnats avant le mois de novembre initialement prévu. La commission médicale et le secrétariat général sont chargés de concevoir un protocole médical garantissant la protection sanitaire des différents acteurs. Merci à vous, Cheikh Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce jour.